Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS MUC, AidBTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 5 auteurs à absolument connaître, que vous soyez en BTS MUC, BTS MCO ou dans un autre type de BTS tertiaire. Ça concerne vraiment tous les types de BTS qui vont passer cette épreuve de management des entreprises. Donc il y a 5 auteurs principaux que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est pas la première fois que je fais ce type de vidéo. Je vous invite à aller voir les précédentes sur la partie justement du management. En tout cas, moi j'ai rédigé 120 fiches de révision qui vous aideront à préparer tous vos épreuves générales, donc l'éco, le droit et le management qui est disponible sur AidBTS MCO. Le premier auteur indispensable à connaître pour votre épreuve de management, c'est Joseph Schumpeter. C'est vraiment l'auteur qu'il faut absolument connaître. Alors qu'est-ce qu'il parle? Il parle à la fois d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment les deux principales notions que vous verrez en BTS justement sur Joseph Schumpeter. Donc la première chose concernant les innovations, c'est qu'il a défini la notion de grappe d'innovation. C'est-à-dire qu'on va créer une innovation importante comme Internet par exemple dans le cas que je vous ai mis à l'écran. Et grâce à cette invention, on va créer plein d'inventions. Donc, grâce à Internet, on a pu créer des nouvelles innovations, donc des sites Internet, on a pu créer des boutiques en ligne, on a pu créer une innovation qui est la sécurisation des paiements, on a pu créer des innovations sur la création de vidéos et de contenus publiés sur Internet. Donc, vous voyez le principe, on a eu une innovation majeure et à côté, on a eu d'autres innovations tout aussi importantes. Deuxième chose, Schumpeter, il parle en termes d'innovation de la destruction créatrice. C'est-à-dire que quand on va créer une innovation, on va indirectement détruire quelque chose du passé. Le meilleur exemple, c'est le téléphone portable. Donc c'est une innovation qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien, mais en fait cette innovation qui était très innovante auparavant, forcément elle a été au gré justement du téléphone fixe, puisqu'aujourd'hui quasiment plus personne n'a de téléphone fixe. Donc forcément si vous créez quelque chose de nouveau, ça va détruire quelque chose d'autre à côté parce qu'il y aura moins de demandes sur l'autre côté. Troisième chose qu'il faut retenir sur Schumpeter, c'est la notion d'entrepreneur. Donc pour lui, l'entrepreneur c'est au centre de l'économie. Donc pourquoi? Parce qu'il va faire des investissements et les investissements c'est vecteur de croissance dans une économie. Il va créer des innovations justement, il va créer de la nouvelle demande sur les marchés et il va créer forcément des nouvelles opportunités. Alors deuxième auteur qu'il faut retenir, c'est Likert. Alors Likert, il parle de style de direction. Alors c'est quelque chose, c'est en tout cas en termes de management d'entreprise, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut retenir parce que les styles de direction, c'est du management pur et dur. Donc vous avez plusieurs justement types de styles de direction. Dans les styles de direction, vous avez le style autoritaire, paternaliste, consultatif, participatif et j'en ai rajouté un cinquième qu'on pourrait rajouter, c'est délégatif. Donc en fonction de ces styles de direction, on va pouvoir les définir en fonction du degré de confiance que l'employeur ou le manager a en ses collaborateurs. Alors ça peut être soit on n'a aucune confiance, par exemple pour le style autoritaire, ou on a vraiment une confiance totale pour le style délégatif par exemple. Après on va les répartir en fonction de la prise de décision, comment est-ce qu'elle est prise. Par exemple sur un style directif, le manager va prendre la décision tout seul. Par exemple sur le style consultatif, le manager il va partager sa problématique avec son équipe, il va en parler, il va consulter justement ses différents employés et ensuite il va prendre sa propre décision. Dans le style participatif, on va prendre une décision collégiale par exemple. Et bien sûr, dans le style délégatif, on va laisser la liberté de choix justement à la personne à laquelle on va déléguer les différentes actions. C'est le principe de base de l'aspect délégatif bien sûr. Et enfin, troisième axe bien sûr de comparaison entre ces différents styles de direction, c'est la motivation du personnel. Comment est-ce que le manager va motiver ses troupes? Est-ce qu'il va justement faire des sanctions, justement créer un sentiment de crainte autour du collaborateur pour pouvoir le motiver? C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, derrière tu vas avoir un malus ou tu vas faire des heures supplémentaires en plus. Bon, il y a des choses pas très légales non plus, mais soit c'est basé sur la crainte, soit c'est basé sur la récompense, sur l'esprit d'équipe. Alors on peut mixer les deux bien sûr. Soit c'est basé également sur la prise de responsabilité, prise d'initiative qui sont un gros vecteur aujourd'hui de motivation. Troisième auteur et l'un des auteurs aussi les plus importants, c'est Michael Porter. Donc bien sûr les 5 auteurs je vais vous dire, ce sont tous des auteurs très importants à retenir pour le management. Donc, Michael Porter il a en tout cas défini pas mal de choses. Il a parlé beaucoup de diagnostic d'entreprise et de stratégie des entreprises. Première chose, il a parlé, et on le connaît pour ça notamment, sur les 5 forces concurrentielles de Michael Porter.
Donc il y a 5 forces concurrentielles qu'on va définir pour chaque entreprise. Donc l'intensité concurrentielle, c'est-à-dire le nombre de concurrents, les nouveaux entrants, c'est-à-dire tous les nouveaux magasins, les nouveaux produits qui viennent d'arriver sur le marché, ce sont des nouveaux entrants. Donc il suffit juste d'aller voir tous les nouveaux magasins qui viennent de sortir, les changements d'enseigne, les sessions de bail. Après, vous avez les produits substituables, c'est-à-dire qu'on a un besoin qu'on va satisfaire auprès du consommateur et il y a justement une autre enseigne qui va satisfaire ce même besoin mais avec un produit techniquement différent. Donc ça, c'est le principe des produits substituables. Donc par exemple, vous êtes une entreprise de carrelage, vous allez avoir des produits de substitution qui sont tout simplement le parquet par exemple, qui est complètement différent que du carrelage. Ensuite, vous avez les pouvoirs de négociation des clients à définir. Est-ce que les clients ils ont une marge de négociation sur les prix ou non? Idem pour les fournisseurs. Est-ce qu'on traite avec des fournisseurs d'envergure internationale et donc les négociations vont être très très difficiles, ou est-ce que c'est des petits producteurs et donc on va pouvoir avoir un pouvoir de négociation bien plus important avec eux? Et enfin, il y a l'administration et l'État, c'est pour ça qu'on parle de 5 plus 1 force concurrentielle. Autre chose à voir, donc partie stratégique, c'est les stratégies de domaine pour les entreprises. Alors toute entreprise doit définir une stratégie globale d'abord et ensuite à chacun de ces domaines d'activité stratégique, elle va devoir définir une stratégie de domaine. Et donc sur ces stratégies de domaine, il y en a 3 différentes. La domination par les coûts, où on va optimiser justement nos coûts de production pour pouvoir faire baisser le prix de vente du coup et pouvoir toucher un maximum de personnes. Autre stratégie, c'est une stratégie de différenciation. C'est-à-dire que soit on va avoir une différenciation vers le bas et donc proposer des prix très bas pour avoir un maximum de clients. Donc c'est le cas du discount par exemple, ou une différenciation par le haut. Et donc là c'est le cadre du luxe qui va se différencier des concurrents grâce à un positionnement prix beaucoup plus élevé. Après, troisième stratégie, c'est la stratégie de focalisation ou de niche, qu'on appelle ça également. C'est-à-dire qu'on va se concentrer uniquement sur un marché en tant que spécialiste et donc on va se différencier de la concurrence parce qu'on est considéré comme un spécialiste sur ce secteur. Quatrième auteur qu'on va voir, c'est Henry Mintzberg. Alors Henry Mintzberg, il a parlé aussi de stratégie comme Michael Porter et de structure des entreprises. Première chose, il a parlé des stratégies, donc ce qu'on appelle la stratégie délibérée et la stratégie émergente. Donc la stratégie délibérée des entreprises, c'est la stratégie qui a été planifiée à l'avance par l'entreprise. La stratégie émergente, c'est, comme son nom l'indique, elle va émerger en fonction du contexte environnemental de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on planifie des choses à l'avance en imaginant que tout va bien se passer ou qu'il peut avoir quelques ennuis notamment. Mais des fois, il y a certaines choses qu'on va oublier, il y a quelque chose qui va se passer, alors soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur, et donc ça va modifier notre stratégie. Et donc on va créer ce qu'on appelle une stratégie émergente qui va émerger du contexte environnemental de l'entreprise. Concernant les structures, Henry Mintzberg il a défini justement les schémas, un schéma structurel que la plupart des entreprises ont dans leur entreprise. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'entreprises, de structures, d'organisations, et donc il a défini une structure que tout le monde a priori doit avoir quand il a une entreprise. Donc il a à la fois ce qu'on appelle un sommet stratégique, donc ça c'est les dirigeants, les lignes hiérarchiques c'est toutes les directions, direction achat, direction marketing, direction finance, direction produit qu'il peut avoir, et enfin le centre opérationnel c'est les personnes de terrain, donc ça peut être les employés, les vendeurs, les managers, les directeurs qui sont vraiment sur le terrain et qui font fonctionner l'entreprise. Et à côté de tout ça, on a ce qu'on appelle des fonctions support, logistique et la technostructure, donc là c'est par exemple les services comptabilité, c'est la logistique évidemment, c'est justement des personnes qui sont spécialisées dans l'organisation des entreprises, dans le développement des entreprises, donc c'est des fonctions support qui ne vont pas forcément créer de la valeur mais qui vont empêcher d'en détruire. Et enfin, cinquième auteur qu'on va voir dans cette vidéo, c'est Igor Antsov. Lui, il a parlé vraiment de stratégie, donc de stratégie d'entreprise et stratégie globale. Il a défini ce qu'on appelle la matrice de la diversification. Donc la matrice de la diversification, c'est quoi? Il considère, Igor Antsov, qu'il y a une stratégie de diversification de l'entreprise lorsque on va créer un nouveau produit sur un nouveau marché. Donc l'entreprise propose un produit, je ne sais pas, par exemple, sous ma main, voilà, une gourde par exemple, il propose une gourde et il a un certain marché, donc le marché par exemple des randonneurs. Voilà, on va prendre cet exemple. Donc il a son propre marché existant et il va se focaliser sur son produit et donc c'est ce qu'on appelle la pénétration de marché.
Là, il reprend donc son produit existant, donc celui-là, le marché des gourdes. Et donc plutôt que de chercher à satisfaire uniquement le marché justement des randonneurs, il va s'intéresser aussi au marché des runners, donc des personnes qui courent. Donc là, c'est un développement de marché. À l'inverse, justement, il a le marché des randonneurs, il va garder ce marché, mais il va développer à côté des gourdes justement que j'ai ici, il va développer par exemple les bâtons de marche en plus dans l'entreprise. Donc là, il va se diversifier et c'est ce qu'on appelle un développement de produits. Et lorsqu'il va proposer un nouveau produit qui n'a rien à voir avec celui qu'il faisait sur un nouveau marché auquel il n'était pas dessus, c'est ce qu'on appelle la diversification. Petit bonus, autre auteur important à savoir, c'est Maslow. Alors pourquoi je l'ai mis? C'est parce qu'on parle de motivation du personnel. Et c'est vraiment un cas typique du management. Donc, c'est vraiment motivation du personnel. Vous connaissez bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître, la pyramide de Maslow, qui va définir différentes choses. Donc, je vais prendre ma petite souris, comme ça vous verrez en temps réel ce que je raconte. Donc, vous avez plusieurs besoins, donc besoin primaire, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin de s'accomplir. Le principe de la pyramide de Maslow, c'est que tant qu'on n'a pas satisfait justement nos besoins primaires, on ne va pas s'intéresser à nos besoins de sécurité, etc., etc. Donc si on est en train de satisfaire un besoin d'estime, la pyramide de Maslow considère qu'on a déjà satisfait tous ces besoins précédents. Donc bien sûr, on peut définir sous l'aspect professionnel et l'aspect vie privée, puisque on sait qu'on a une vie privée et une vie professionnelle pour tout le monde et qu'on va avoir une motivation différente en fonction de ce qui se passe dans chacune de nos deux vies. Donc par exemple, le besoin primaire, c'est se nourrir, se loger, boire, etc. Par contre, au niveau professionnel, c'est travailler dans de bonnes conditions et recevoir un salaire à la fin du mois. Après, les besoins de sécurité, c'est se sentir protégé, donc sous un habitat, etc. Avoir des ressources financières suffisantes, donc ça va un peu avec le salaire. Et donc au niveau professionnel, c'est la partie stabilité de l'emploi notamment, donc stabilité de la rémunération qui nous assure un salaire à la fin du mois. Donc ça, c'est la partie sécurité. Besoin d'appartenance, c'est le fait d'appartenir à une communauté, à un groupe, à des amis, qu'on partage les mêmes passions, etc. Et alors besoin d'estime, c'est le fait d'être reconnu dans ce que l'on fait, de pouvoir être autonome dans ce que l'on fait, d'être apprécié, d'être remercié. C'est un peu de la gratitude en quelque sorte de la part des autres personnes avec qui on travaille. Et enfin, le besoin de s'accomplir, c'est partie de développement personnel, nos propres connaissances, c'est faire de la formation, c'est prendre des échelons hiérarchiques et donc avoir un pouvoir plus important selon les types de personnes, c'est intéressant. Donc bien sûr, ça varie d'un individu à un autre. Donc cette pyramide de Maslow, vous pouvez le faire sur un plan privé et sur un plan professionnel. Soit vous différenciez les deux, soit vous mixez les deux, c'est peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment que tant qu'on n'a pas satisfait nos besoins primaires, on ne satisfera pas nos besoins, on va dire secondaires en quelque sorte. Qu'on arrive à la fin de cette vidéo, petit résumé du coup des auteurs qu'il faut bien retenir. Donc Schumpeter, Likert, Porter, Mintzberg et Ansoff, et donc Maslow à la fin qui est en bonus. C'est vraiment les auteurs qu'il faut vraiment retenir pour votre épreuve de management. Pensez qu'en description, vous avez bien sûr tous les liens pour, notamment vers les 120 fiches de révision qui vous permettront de réviser votre éco-droit management avec justement tous ces auteurs-là qui vont être détaillés dans des fiches de révision. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour réussir votre BTS dans de bonnes conditions. Merci à tous, à bientôt, bye!